Capitaine Amélie Navarro ajusta une dernière fois le poids de son sac à dos tactique avant de franchir l'entrée de l'Institut de commandement stratégique de la base de Montclair. À 31 ans, elle avançait avec l'assurance tranquille d'une militaire aguerrie, forgée par 8 années de service actif et 2 déploiements en zone de conflit. Elle connaissait la différence entre le respect qu'on t'accorde par politesse et celui que l'on gagne, mètre après mètre dans la boue, la chaleur et parfois sous le feu. L'air frais d'octobre piquait légèrement, transportant avec lui le mélange familier de café militaire et de gazole, un parfum universel à toutes les bases qu'elle avait connues. Le programme de leadership n'était, sur le papier, qu'une simple rotation, censée préparer les officiers de niveau intermédiaire à des fonctions de commandement interarmées. Rien qu'elle n'avait pas déjà affronté. Pourtant, quelque chose clochait. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage aux héros silencieux de notre quotidien. L'email de confirmation mentionnait qu'elle était la seule femme sélectionnée pour cette session. Elle n'en fut pas surprise. Elle avait souvent été la seule dans bien des environnements professionnels. Mais le ton employé par l'adjointe administrative lors de l'appel de vérification, ce ton chargé d'une courtoisie tendue, presque hésitante, avait laissé un écho étrange dans son esprit. Une vibration sourde qui murmurait « Ce ne sera pas comme d'habitude ». Elle entra dans la salle de briefing principale à 6h55 précise. Toujours 5 minutes en avance, jamais plus, jamais moins. Une quinzaine d'officiers étaient déjà installés autour de longues tables disposées en U. La plupart discutaient tranquillement, une tasse en carton à la main comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. À travers les hautes fenêtres, la lumière matinale baignait la pièce d'un éclat doré, illuminant des particules de poussière en suspension dans l'air, presque poétique, en contraste total avec ce qui allait suivre. Lorsqu'elle franchit le seuil, les conversations ne s'interrompirent pas. Pas tout à fait. Elles changèrent, subtilement. Quelques regards se levèrent, l'évaluèrent, puis retournèrent à leur discussion. Mais les corps se réorientèrent légèrement. Les voix baissèrent, juste assez pour exclure sans accuser. Ce n'était pas la première fois qu'Amélie subissait ce type d'accueil, mais rarement avec une telle précision. Alors c'est ça que le programme d'équité nous envoie maintenant, marmonna le sergent-chef Adrien Marchal, sa voix parfaitement calibrée pour flotter jusqu'aux oreilles d'Amélie sans qu'on puisse l'accuser de l'avoir directement visée. À ses côtés, le lieutenant Fabien Langlois hocha la tête, exagérément dépité. 20 € qu'elle est là pour organiser les pique-niques de l'unité et les journées des conjoints. Leurs mots flottèrent dans l'air comme la fumée d'une cigarette bon marché. Amélie resta impassible. Elle avait appris depuis longtemps qu'une réaction émotionnelle ne faisait que renforcer les préjugés qu'on avait sur elle. Elle avança d'un pas mesuré vers le fond de la salle où quelques chaises pliantes restaient libres, toutes parfaitement alignées. Personne ne bougea pour lui faire une place. Aucune invitation du regard, aucun geste de la main. Rien. Pas même le protocole de base que l'on attend entre officiers en présence d'une nouvelle recrue dans une salle de travail. Elle n'était pas là pour être accueillie, seulement tolérée. S'il voulait vraiment quelqu'un de compétent pour ce programme, ajouta une voix au centre de la pièce, ils auraient envoyé un vétéran avec de l'expérience réelle. Pas un symbole à mettre sur la photo du rapport annuel. Elle resta debout, dos droit, main jointe dans le dos, en position de repos réglementaire. Chaque fibre de son être entraînée à incarner le calme et la maîtrise, même au cœur du mépris silencieux. Elle aurait pu répondre, exiger le respect dû à son grade, mais ce n'était pas le moment. Et surtout, ce n'était pas le champ de bataille à choisir. L'agent en charge de la distribution du matériel entra alors, déposant méthodiquement des dossiers et des documents d'exercice sur chaque table, sauf à l'endroit où Amélie se tenait, comme si elle était invisible, ou pire, insignifiante. Aucun regard, aucune question sur son unité d'origine ou son parcours, une exclusion si soigneusement orchestrée qu'elle ne laissa aucune trace formelle, aucun motif de plainte. Seulement un message clair, tu n'es pas des nôtres. Le commandant de session était en retard, et l'absence de supervision directe transforma la salle en terrain de jeu pour les bavardages informels et les jugements à voix basse. Amélie se demanda si ce retard était fortuit ou soigneusement planifié pour laisser à l'équipe le temps de définir sa hiérarchie sociale avant que les choses sérieuses ne commencent. « Quelqu'un sait d'où elle vient exactement ?» lança le lieutenant-colonel Bertrand Sauval. « Est-ce qu'elle est censée apporter à ce programme? Parce que de ma chaise, on dirait juste une initiative de communication du ministère. » Amélie savait qu'elle n'était pas obligée de répondre.
S'ils voulaient connaître son parcours, ils n'avaient qu'à le demander selon les règles. Mais ce n'était pas leur but. Ils n'étaient pas en quête d'information, mais en quête de confirmation. Confirmation qu'elle n'était pas à sa place. Et pourtant, elle pensa à ce que lui avait dit la colonelle Mireille Giraud, son ancienne supérieure, 3 semaines plus tôt. Ce ne sont pas tes compétences qu'on remettra en cause, tu les as déjà prouvées. Ce qu'on va tester, c'est ta capacité à rester professionnel pendant que les autres prennent le temps de réaliser qu'ils se sont trompés sur toi. 26 minutes après l'heure prévue, la porte s'ouvrit avec autorité. D'un coup, les voix se turent, les dos se redressèrent. Même sans voir son visage, tous comprirent que le chef venait d'entrer. Colonel Louis Delmas fit son apparition, grand, cheveux argentés, regard d'acier. Il traversa la pièce d'un pas calme, observant chaque visage, chaque posture. En quelques secondes, il avait lu la salle. La tension se matérialisa presque physiquement. « Messieurs les officiers », commença-t-il, faisant une légère pause en apercevant Amélie, sans pour autant lui accorder le moindre accueil explicite. Vous êtes ici pour élaborer une révision complète des protocoles de contingence pour l'opération Tempête Carmin. Ce n'est pas un exercice académique, ces procédures sont déjà utilisées sur le terrain. Des murmures s'élevèrent, plusieurs se redressèrent sur leurs chaises. L'opération Tempête Carmin n'était pas un nom que l'on évoquait à la légère. Hautement classifiée, elle concernait certaines des missions les plus sensibles en cours. Les décisions finales, poursuivit le colonel, seront guidées par une personne ayant participé aux 3 dernières itérations de cette mission, quelqu'un qui connaît la réalité du terrain. À travers la salle, les regards s'échangèrent avec incertitude. Qui parmi eux avait cette expérience? Amélie ne bougea pas, mais son souffle se modifia légèrement, imperceptiblement. Elle savait. Le colonel tourna lentement son regard vers le fond de la pièce. « Capitaine Navarro, veuillez prendre place au tableau pour lancer le briefing. » Un silence coupant s'abattit sur la salle comme un couperet. Toutes les têtes se tournèrent d'un seul mouvement vers Amélie Navarro. Certains visages affichaient une surprise sincère, d'autres une forme d'incrédulité mêlée de gêne. Le sergent-chef Marshall stoppa son geste, sa tasse de café suspendue en l'air. Le lieutenant Langlois entr'ouvrit la bouche, incapable d'émettre le moindre son. Personne n'avait vu venir ce retournement. Il y avait, dans le moment, une forme de violence douce, celle de la réalité qui déchire les certitudes. Amélie avança calmement, chacun de ses pas résonnant avec la régularité parfaite d'un entraînement militaire méthodique. Elle atteignit le tableau blanc, attrapa le marqueur et sans consulter la moindre note, commença à écrire. « Tempête Carmin, phase 1 », déclara-t-elle d'une voix posée, assurée, formée pour être écoutée sur un champ de bataille comme dans une salle de guerre. Elle détailla les premières 48 heures de mise en place d'une base avancée en territoire hostile. Gestion des ravitaillements dans des zones instables, sécurisation des communications dans des environnements électromagnétiquement compromis, évacuation médicale de blessés situés au-delà du rayon standard des hélicoptères. Rien dans ces propos ne sonnait comme du théorique. Chaque mot portait la marque de l'expérience, du vécu, du terrain. Elle parlait de reliefs escarpés avec la précision d'une personne qui les avait franchis. Elle parlait d'équipements avec la lassitude de celle qui savait ce qu'il valait une fois que la pluie, la boue ou la panne les avait mises à l'épreuve. Le lieutenant-colonel Sauval, qui avait auparavant douté de sa légitimité, se pencha légèrement vers l'avant, malgré lui. Il reconnaissait à contre-cœur l'évidence. Phase 2. Coordination, poursuivit Amélie en traçant de nouvelles lignes sur le tableau. Mises à jour, en temps réel, provenant de sources souvent compromises. Protocole de décision avec latence de 6 heures. Conditions météorologiques bloquant le soutien aérien. Fatigue opérationnelle affectant le jugement après prolongation des déploiements. Jamais sa voix ne trembla. Même lorsqu'elle abordait les zones de pertes humaines, d'extraction sous tir ennemi, de décisions faites sous stress extrême, elle restait d'une rigueur glaciale, non pas distante, mais professionnelle. Sa précision n'était pas froide, elle était vivante, chargée du poids de ceux qu'elle avait dû extraire, ou laisser derrière. L'ambiance dans la salle changea. Plus personne ne l'interrompait, plus personne ne murmurait. Ceux qui, 1 heure plus tôt, la regardaient comme une erreur de casting, prenaient désormais des notes. Mais cette démonstration de compétence ne fit pas s'effondrer toutes les résistances. Au contraire, l'humiliation ressentie par ceux qui l'avaient rabaissée discrètement sembla se transformer en une tension nouvelle, plus sourde, moins bruyante, mais plus structurée. À la pause déjeuner, les conversations se formaient par grappes et se taisaient dès qu'Amélie s'approchait. Elle s'installa seule, comme à son habitude, mais cette fois, elle entendit.
Elle connaît son affaire, murmura le lieutenant Langlois en remplissant sa tasse à la cafétéria. Mais ça ne prouve rien sur les politiques d'intégration, c'est juste un cas isolé, une vitrine. Le sergent-chef Marshall hocha la tête. Exactement. Ils ont trouvé leur pièce d'exposition. Et nous, on est censé faire semblant que c'est durable, alors que tout le monde sait que ça ne l'est pas. Amélie mâcha méthodiquement son repas, le visage neutre. Elle n'avait rien à prouver à cela, mais elle savait aussi que la compétence seule ne suffisait pas. Elle ne l'avait jamais suffi. Le soir, alors qu'elle relisait ses notes pour l'exercice du lendemain, elle repensa à un autre conseil de la colonelle Giraud. Le plus dur, ce n'est pas de prouver que tu peux faire le travail. Le plus dur, c'est de continuer à le faire parfaitement pendant que les autres se demandent s'ils vont finir par te respecter. La deuxième semaine débuta avec une annonce qui allait transformer la dynamique du programme. Le colonel Delmas entra dans la salle, y un épais dossier sous le bras, son visage fermé comme rarement. Nous avons reçu des mises à jour classifiées concernant les opérations en cours liées à Tempête Carmin. À partir d'aujourd'hui, les scénarios analysés ne sont plus hypothétiques. Vos recommandations seront transmises aux unités déployées. Le silence fut immédiat, les épaules se raidirent, les regards s'échangèrent avec gravité. Ce n'était plus un exercice. Chaque erreur, chaque plan rédigé en salle pourrait influencer des décisions sur le terrain. Des décisions qui mettraient des vies en jeu. Et, ajouta le colonel, chaque officier sera évalué individuellement. Votre performance durant ces prochains jours apparaîtra dans votre dossier de service. Elle influencera vos prochaines affectations et votre admissibilité au poste de commandement. L'onde de choc se propagea à travers la salle. L'exercice venait de prendre une dimension bien plus sérieuse. Le lieutenant-colonel Sauval leva la main. « Mon colonel, l'évaluation portera-t-elle sur les performances individuelles ou sur l'efficacité en groupe ?» C'était une question fine. Et Amélie comprit qu'il cherchait déjà à anticiper les dynamiques où une individualité forte pouvait être pénalisée par un groupe hostile. Le colonel répondit laconique, les deux. Durant la pause, Amélie entendit à nouveau le sergent-chef Marshall parler à voix basse. Elle connaît les manuels, mais c'est pas ça le leadership. Le commandement, c'est gérer les égos, créer du consensus, faire marcher une équipe, pas juste débiter des procédures. Et soyons honnêtes, ajouta Langlois. S'ils veulent prouver que l'intégration fonctionne, ils vont mettre son score en valeur, quoi qu'il arrive. Elle n'a pas besoin d'être meilleure que nous, juste assez bonne pour valider leur petite campagne politique. Amélie sentit la morsure familière de l'injustice. Ce piège dont elle connaissait trop bien les contours, si elle réussissait, c'était suspect. Si elle échouait, c'était confirmé. Lors de l'exercice tactique du matin, elle fut affectée à une équipe, avec les trois mêmes, Langlois, Marshall et le capitaine Thibault. Leur mission, élaborer une procédure d'évacuation médicale dans une zone interdite aux hélicoptères, sous menace ennemie constante. Dès les premières minutes, le ton fut donné. Amélie commença à exposer son plan. Mais chaque proposition fut interrogée, décortiquée, complexifiée. Votre timing suppose des conditions météo parfaites, objecta Langlois. Et si une tempête de sable bloque tout pendant 72 heures? Et si la radio tombe en panne? Enchaîna Marshall. Tout repose sur une coordination temps réel. Vous êtes sûr que c'est réaliste? Aucune de leurs contre-propositions ne fut soumise à un tel niveau de contrôle. Tout ce qui venait d'elle était immédiatement suspect. Tout ce qui venait d'eux était accueilli avec indulgence. Elle comprit vite. Ce n'était pas une discussion stratégique, c'était un procès. À midi, elle se retrouva à nouveau seule, jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse, la capitaine Élise Morel, l'une des rares à ne pas s'être mêlée aux commentaires des premiers jours. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle calmement. Amélie acquiesça, surprise, plus reconnaissante. Morel s'assit, baissant légèrement la voix. « On voit ce qui se passe. Ce n'est pas aussi discret qu'il le croit. » Amélie resta silencieuse, incertaine. Était-ce un piège? Une tentative d'obtenir des aveux? Mais Morel continua sur d'elle. « 12 ans que je suis dans l'armée. J'ai vu ce genre de dynamique. Ils ne te visent pas frontalement, mais ils t'usent, petit à petit. » Elle marqua une pause. Ce matin, ce n'était pas du désaccord tactique. C'était organisé. Amélie hocha doucement la tête. Elle le savait. Mais l'entendre d'une autre bouche, c'était autre chose. « Tu devrais tout noter », ajouta Morel. « Pas pour porter plainte, pour te protéger. Ce genre de dynamique ne se règle jamais dans le brouillard. Il faut un journal, des faits. » Ce soir-là, Amélie ouvrit un carnet et commença à écrire. Pas pour se plaindre, mais pour tracer. Chaque regard, chaque silence, chaque exclusion calculée,
Elle sentait que le pire était encore à venir. Le jeudi matin, la salle de briefing baignait dans une lumière pâle quand Amélie y entra, comme toujours parmi les premiers. Mais ce jour-là, le colonel Delmas portait une expression inhabituelle, concentrée, presque tendue. Il était déjà en train de consulter des documents classifiés. « Changement de plan », déclara-t-il alors que les officiers s'installaient. « Nous avons reçu une alerte prioritaire. 2 de nos bases avancées, engagées dans l'opération Tempête Carmin, ont rencontré des situations tactiques identiques à celles que vous avez analysées. Vos recommandations seront transmises aux unités dans les 48 heures. » L'effet fut immédiat. Ce n'était plus une simulation. Le moindre plan, la moindre ligne rédigée sur un tableau blanc pourrait conditionner des décisions de terrain. Il n'était plus question de notes ou de pédagogie. Il s'agissait de soldats réels sur des théâtres d'opérations réels. Mais ce n'était pas tout. De plus, poursuivit le colonel, la session d'aujourd'hui sera observée par des représentants du haut commandement. Ils évaluent la pertinence de ce programme pour le généraliser à d'autres installations. Un frisson traversa la salle. Le sergent-chef Marshall se redressa brusquement. Le lieutenant Langlois crispait sa mâchoire. Le capitaine Thibault réorganisait frénétiquement ses notes, soudainement nerveux. L'exercice prévu impliquait une réponse multi-unité face à une base avancée subissant une attaque soutenue de l'ennemi, tout en devant procéder à l'évacuation médicale de blessés graves. Amélie, désignée chef d'équipe, devait diriger la réponse tactique. Les mêmes officiers qui l'avaient saboté tout au long du programme, Langlois, Marshall et Thibault, furent placés sous son commandement. L'ironie était cruelle, et elle savait déjà que ce ne serait pas une collaboration. Dès les premières minutes, les résistances commencèrent. Ce plan ne prend pas assez en compte l'état psychologique des soldats en contact prolongé, lança Langlois, d'un ton qui n'avait rien d'une critique professionnelle. Amélie répondit calmement. Le protocole standard intègre l'évaluation du stress opérationnel via les équipes médicales. L'évacuation se base aussi sur l'état mental observable. Mais Marshall rebondit aussitôt. Vous partez du principe que ces soldats peuvent encore faire des choix rationnels. Et si la peur les paralyse, elle comprenait ce qu'ils faisaient. Ce n'était plus une évaluation tactique, c'était un procès public. Chaque hypothèse invraisemblable devenait une excuse pour la remettre en question. Et pendant ce temps, aucune solution alternative n'émergeait. Le capitaine Thibault proposa même de revoir la structure du commandement. Peut-être que nous devrions envisager un modèle plus horizontal, où la prise de décision est répartie entre les unités plutôt que centralisée. Une idée qui, dans une situation de crise, aurait pu coûter des vies. Amélie se trouvait dans un dilemme cruel. Si elle maintenait son autorité, on l'accuserait d'être inflexible. Si elle cédait, elle trahissait les principes fondamentaux de la coordination militaire efficace. Dans un coin de la salle, les officiers supérieurs prenaient des notes. Certains échangeaient des regards discrets. Ils voyaient, ils entendaient. Et Amélie savait qu'aujourd'hui, le regard porté sur elle serait décisif. Durant la pause de midi, Élise Morel revint vers elle. Cette fois, il n'y avait pas de préambule. Ce qu'ils font, ce n'est plus de l'opposition, c'est de la subversion. Amélie acquiesça sans mot dire. Elle le savait depuis le début de l'exercice. « Tu ne dois pas les affronter », reprit Morel. « Tu dois te battre pour la mission. Laisse leur comportement parler pour eux. Concentre-toi sur le plan. » L'après-midi arriva, et avec lui la session finale. Chaque équipe devait présenter sa stratégie face aux observateurs du haut commandement. Amélie comprit immédiatement que cette étape déciderait de son avenir. Mais plus encore, elle pouvait influencer les politiques militaires sur des décennies. Elle passa une partie de la nuit à revoir ses scénarios, tester les failles de ses plans, anticiper les questions les plus venimeuses. Elle s'était déjà retrouvée sous le feu ennemi. Mais jamais elle n'avait eu à se battre ainsi pour prouver sa légitimité dans une salle pleine de collègues. Le lendemain matin, la tension dans la pièce était palpable. Tous les officiers portèrent leurs uniformes de cérémonie. Quelque chose avait changé. Les chaises étaient impeccablement alignées, les voix plus basses, plus maîtrisées. Et puis, elle entra. Générale Caroline Mercier. 4 étoiles, présence discrète, autorité absolue, pas de cérémonie, pas de fanfare. Juste son uniforme et le silence qu'elle apportait avec elle. Toutes les conversations cessèrent immédiatement. Les officiers se mirent au garde à vous. Tous sauf Amélie, déjà droite, déjà prête, parfaite. La générale balaya la salle du regard, mais son attention se fixa sans hésitation sur la jeune capitaine. Elle s'approcha lentement, contourna les rangées d'officiers, ignora les colonels, les majors, les sergents, et s'arrêta net devant Amélie. Puis sans un mot, elle lui adressa un salut militaire impeccable. Un frisson parcourut la salle. Un silence lourd suivit.
Capitaine Navarro, dit la générale Mercier d'une voix claire, c'est toujours rassurant de voir que nos meilleurs officiers continuent de faire le travail discret qui permet à tout le reste de tenir debout. Un simple geste, une phrase, mais tout était dit. Amélie répondit au salut avec une précision parfaite, aucune émotion visible, mais son regard transmettait autre chose, le calme de celle qui avait attendu longtemps qu'on reconnaisse ce qu'elle savait déjà. La générale se détourna puis quitta la pièce comme elle était entrée, sans effet de manche, juste le poids de son autorité laissé derrière elle. Il fallut presque une minute entière avant que quelqu'un ose bouger. Le silence était lourd, respectueux, gêné, révélateur. Et lorsque les présentations reprirent, quelque chose avait changé pour de bon. Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère profondément différente. Même les officiers les plus sceptiques semblaient figés par ce qu'ils venaient de vivre. Un salut militaire, rendu par une générale 4 étoiles à une simple capitaine, ce n'était pas un geste anodin, c'était un message. Un signal silencieux envoyé à tous ceux qui avaient refusé de voir. L'heure du bilan était arrivée. La générale Mercier s'assit aux côtés du colonel Delmas et de 2 officiers du commandement central. Tous allaient évaluer personnellement les présentations, pas de rapport écrit, pas de rumeurs de couloir, des comptes à rendre, ici et maintenant. Capitaine Navarro, annonça la générale d'une voix calme mais formelle, vous présenterez en premier. J'ai cru comprendre que votre équipe avait travaillé sur le scénario impliquant la réponse d'urgence à une base avancée sous attaque avec évacuation médicale simultanée. Amélie s'avança sans hésitation. Son uniforme était impeccable, sa posture irréprochable. Elle commença son exposé avec clarté, posant le cadre opérationnel, déroulant les contraintes logistiques, détaillant les options selon les priorités de terrain. Chaque réponse à une question de la générale était précise, argumentée, ancrée dans l'expérience réelle. Elle ne récitait pas, elle transmettait. En cas de panne de communication, demanda la générale. Relais déployé à intervalles définis, procédure de signal visuel pour le soutien aérien, mise à jour d'intelligence en dépose retardée toutes les 48 heures. Et si les hélicoptères sont cloués au sol pendant plus de 3 jours, évacuation terrestre avec véhicules médicaux blindés, escorte armée, périmètre défensif au point d'étape, surveillance continue des signes vitaux, chaque réponse renforçait l'impression. Ce qu'Amélie proposait, ce n'était pas une simulation, c'était une doctrine testée sur le terrain. Les membres du haut commandement prenaient des notes avec intensité. Et pour la première fois depuis le début du programme, personne ne l'interrompait. Quand elle eut terminé, la générale Mercier se tourna vers ses coéquipiers. « Lieutenant Langlois, évaluez le plan présenté par votre chef d'équipe. » Langlois se leva, visiblement mal à l'aise. Madame la générale, nous avions quelques doutes sur la prise en compte des facteurs psychologiques. » Préciser, demanda-t-elle. Donnez un exemple. Un long silence. Puis, le plan suppose que les soldats restent de fonctionnels après plusieurs jours de stress intense. Quelle solution avez-vous proposée à la place? Silence. Il n'y avait pas de solution, seulement des doutes. Même chose avec le sergent-chef Marshall. La générale le questionna avec neutralité, mais précision. Et ses réponses révélèrent rapidement qu'aucune proposition alternative concrète n'avait été élaborée. Le capitaine Thibault tenta de défendre le modèle de commandement distribué, mais la générale le coupa poliment. En situation de crise aiguë, comment maintenez-vous l'autorité tactique si elle est diluée? Qui décide quand chaque seconde compte? Il n'eut pas de réponse claire. Et la salle comprit. À la pause déjeuner, les regards posés sur Amélie avaient changé. Certains portaient encore une forme de gêne, d'autres de respect sincère. Pour la première fois, des collègues qu'elle n'avait jamais croisés vinrent lui poser des questions. Des vrais professionnels. « Madame, dit le capitaine Victorin, puis-je vous demander dans quel cadre vous avez acquis autant d'expérience tactique sur le terrain ?» Elle répondit simplement « 2 déploiements en zone rouge, 18 mois de coordination d'évacuation médicale sans couverture aérienne. » Les murmures se propagèrent. Elle a plus d'heures de vol que certains pilotes. Ces plans sont issus de situations réelles, pas de manuels. L'après-midi fut consacré aux entretiens individuels. Chaque officier fut interrogé par la générale Mercier en privé. Lorsque ce fut le tour d'Amélie, la discussion dura près de 40 minutes. Elle parla des dynamiques d'équipe, des obstacles silencieux, mais aussi des enjeux de commandement face à l'invisibilité sociale. Vers la fin, la générale lui posa une dernière question. « Quel est votre avis global sur cette session de leadership collaboratif ?» Amélie répondit sans détour. Ce programme est utile, à condition qu'il repose sur des standards professionnels constants.
L'efficacité opérationnelle ne peut pas dépendre de préférences personnelles ou de suppositions sur qui devrait commander. La générale hocha lentement la tête, elle notait, elle comprenait. Le samedi matin, l'ensemble des participants fut convoqué pour la clôture officielle. Uniformes impeccables, posture rigide, visage tendu. Tout le monde savait que les décisions prises ce jour-là dépasseraient de loin une simple feuille de notation. Général Mercier entra dans la salle avec 3 officiers du commandement central. Elle prit la parole d'un ton neutre, presque administratif. Mais le contenu était tout sauf banal. Ce programme, déclara-t-elle, a révélé des compétences solides, mais aussi des dynamiques préoccupantes. L'efficacité militaire repose sur la collaboration, pas sur les jugements personnels. Elle s'adressa ensuite à Langlois. « Lieutenant, vous avez remis en question les plans de votre supérieur sans appliquer les mêmes exigences à vos coéquipiers masculins. Pouvez-vous expliquer cette sélectivité ?» Il bafouilla. « Éviter, contourner ?» La générale résuma froidement. « Discrimination implicite sous couvert de rigueur. À Marshall, vous avez exprimé des doutes sur les compétences du capitaine Navarro sans jamais consulter son dossier opérationnel. Pourquoi ? Par habitude, madame la générale ?» répondit-il penaud. Elle lut ensuite un extrait du dossier. Le capitaine Navarro a effectué 2 missions en zone rouge, 400 heures de coordination sous feu ennemi et aucune perte évitable en 18 mois. Elle est aussi l'autrice de plusieurs protocoles utilisés actuellement par nos unités déployées. Silence dans la salle, poids des faits. Puis elle s'adressa au capitaine Thibault. « Vous avez tenté de contourner son autorité en pleine simulation. Pourquoi recommander un modèle contraire à l'efficacité opérationnelle ?» Thibault baissa la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Et enfin, elle appela la capitaine Morel. « Vous avez signalé des comportements problématiques dans votre rapport. Quelle en fut la conséquence ? Une baisse d'efficacité collective, madame la générale, moins de concentration sur la mission, plus de tensions inutiles. La conclusion était limpide. Les rapports d'évaluation furent envoyés dans les 72 heures. Langlois reçut une note de leadership insuffisant. Marshall fut réaffecté. Thibault sanctionné. Mais surtout, l'ensemble du programme fut repensé. Formation obligatoire sur les biais implicites. Suivi comportemental durant les simulations, mécanisme d'intervention en cas de résistance injustifiée. Grâce à ce qu'avait traversé Amélie, le programme de commandement conjoint entrait dans une nouvelle ère. 3 semaines plus tard, Amélie s'installait dans un petit bureau à l'aile est du Pentagone. Vue sur le fleuve, dossier classifié sur son bureau. Elle venait d'être nommée consultante senior en planification tactique pour les opérations spéciales interarmées. Sa montée en grade avait été rapide, mais méritée. Un matin, alors qu'elle terminait un briefing d'analyse, quelqu'un frappa à sa porte. C'était la capitaine Morel. Sourire chaleureux, café à la main. « On m'a dit que tu étais ici. Fallait bien marquer le coup. »« Merci, » dit Amélie en prenant le gobelet. « Et merci encore. Tu plaisantes ? Ce que tu as fait, c'était magistral. Et le moment avec la générale Mercier, je n'ai jamais vu ça en 12 ans. » Elles rirent doucement. Complices, professionnelles, survivantes. « Des nouvelles des autres ?» demanda Amélie. Morel hocha la tête. Langlois, réorienté. Marshall, réaffecté en support logistique. Thibault a reçu un blâme. Mais le plus gros impact, c'est que le programme tout entier a été révisé. Formation, suivi, transparence. Ton dossier est devenu un cas d'étude. Quelques jours plus tard, Amélie reçut un appel direct du bureau de l'état-major interarmé. La générale Mercier souhaitait qu'elle intervienne devant le Congrès. Sujet: efficacité des politiques d'intégration et leadership collaboratif. Ce n'était plus une histoire de représentation, c'était une affaire de compétences, de performance, de mission. Elle raccrocha, ouvrit son ordinateur et commença à préparer son exposé. Une dernière phrase de la colonelle Giraud résonnait dans son esprit. Le courage moral est testé chaque jour, pas dans les combats, mais dans les silences. Et Amélie Navarro avait prouvé, chaque jour, que la compétence, quand elle est incarnée avec constance, finit toujours par faire taire le bruit des préjugés. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.